Et bienvenue parmi nous. On va attendre encore quelques instants que tout le monde puisse se connecter et j'aurai l'honneur de vous présenter le programme de ce soir et nos intervenants pour ce troisième événement Wealth Management de l'année, sponsorisé toujours par Safra Sarrazin, qu'on remercie. Donc, cette soirée, on va discuter de la gestion d'actifs au sein de l'industrie du Wealth Management. C'est le premier événement autour de l'allocation d'actifs qu'on fait ensemble. Et j'espère que ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble ce soir sera de valeur pour vous. On va aborder plusieurs sujets, principalement les différences entre le métier de l'allocation dans le monde du wealth management et mettre ça en contraste avec ce qu'on voit dans le monde institutionnel. On va essayer de mieux comprendre le quotidien de chacun de ces deux milieux et identifier voilà, quels sont les objectifs, comment est-ce qu'on génère de la valeur ajoutée, comment est-ce qu'on mesure de la performance, quels sont les grands enjeux d'aujourd'hui et les tendances structurelles de demain. Donc, on a aujourd'hui l'honneur d'avoir deux intervenants, deux professionnels reconnus dans leur métier, issus du conseil et de la gestion. Et je serai aujourd'hui le modérateur pour animer ce panel. Je me présente pour ceux que je ne connais pas encore. Clément Fan, donc je travaille pour une banque privée, moi-même gérant sous mandat au sein d'une banque privée parisienne, la Banque au Tingre. Et je serai encore jusqu'à la fin de l'année au moins référent du comité Wealth Management de l'association CFA Society France. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Si vous avez des questions, et j'espère que vous en aurez, n'hésitez surtout pas à les publier dans le chat qui va être alimenté tout au long de notre discussion. Ce que je vous propose en termes d'organisation, c'est qu'on discute avec Olivier, avec Laurence, que je vais se présenter juste après, au moins 40 à 45 minutes, et puis on puisse ensuite répondre à vos questions pendant les 10 à 15 minutes qui restent. Mais n'hésitez surtout pas à publier vos questions au fur et à mesure de nos discussions. Sans plus attendre, je laisse les intervenants, que je remercie encore énormément, Olivier et Laurence, ici ce soir, se présenter, nous présenter leur parcours brièvement, leur domaine d'expertise, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Honneur aux dames, Laurence, si vous voulez bien nous dire quelques mots sur vous. Donc, Laurence Tortosa, moi, j'ai à mon actif plus de 20 ans de conseil en gestion d'actifs auprès d'institutionnels, donc institutionnels au sens large, c'est-à-dire caisse de retraite, institution de prévoyance mutuelle, fondation, association, et que j'accompagne dans la gestion de leur portefeuille, donc de l'allocation stratégique, mais aussi dans la sélection des supports et le suivi de leur portefeuille. Donc là, je serai à même de vous expliquer comment je travaille avec eux sur cette partie allocation stratégique, allocation tactique. Oui, puis moi, bon, bonsoir à tous. Donc, Olivier Terme, j'ai environ, on va dire, 15-16 ans d'expérience, principalement en gestion diversifiée. J'ai passé notamment environ 10 ans chez UBS France sur la gestion de fonds diversifiés, des fonds ouverts ou des fonds dédiés. J'étais également en charge de la, de la sélection des fonds externes pour la maison de gestion à Paris. Et j'ai rejoint récemment le groupe Safra Sarrazin dans le cadre de l'ouverture de leur branche française à Paris, où je suis notamment en charge de la mise en place des solutions sur mesure pour une clientèle wealth management. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous présenter de façon relativement succincte le profil et les spécificités de vos clients respectifs? Par exemple, Laurence, en matière de ressources, de quoi vos clients disposent-ils habituellement en interne et pour quel motif font-ils appel à vous? Alors, nos clients, ce sont essentiellement des investisseurs, on va dire tier two, c'est-à-dire que ce ne sont pas les grosses compagnies d'assurance qui, elles,
ont toutes les équipes en interne. Nous, on travaille plutôt pour des investisseurs avec les directions financières, avec les conseils d'administration. C'est-à-dire que nos clients viennent chercher chez nous de l'expertise en externe. Donc, ils viennent chercher d'abord de l'expertise chez les actuaires pour le passif. Et nous, on travaille à partir de ces travaux du passif pour faire l'adossement d'actifs. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? La compétence de décrypter les marchés, de leur définir leur allocation stratégique sur 3 5 ans en fonction de chacun de leurs contraintes. Donc, ce sont surtout des équipes, des petites équipes qui, pour certaines, n'ont pas tous les moyens et tous les outils en interne. Donc, ils viennent chercher cette compétence. On peut dire qu'on est un peu une partie de la direction financière externalisée sur la partie finance de marché. D'accord. Et vous, Olivier, il y a une plus grande hétérogénéité que dans le monde institutionnel où c'est à peu près, vous avez des interlocuteurs privilégiés qui sont communs? Bon, en termes d'interlocuteurs, on a, on va dire, plusieurs types. C'est souvent assez lié, on va dire, à la taille du patrimoine. Donc, pour les patrimoines les plus modestes, entre guillemets, on a souvent affaire aux clients en direct. Puis, au fur et à mesure que les patrimoines grossissent, généralement, les clients vont se tourner vers des family office pour les aider à structurer et à optimiser leur patrimoine. Et dans ces cadres-là, généralement, effectivement, on va plutôt parler avec des family officers qu'avec les clients en direct. Donc, ça dépend vraiment souvent la taille du patrimoine et aussi de sa complexité. Plus un patrimoine est complexe et plus une famille a besoin de faire appel à un family office pour l'aider à optimiser son allocation. D'accord. Et donc, je suppose qu'il y a en fonction de la demande qui vous est présentée, vous allez avoir un rôle qui va être complètement différent hein, d'un client à un autre. Ça peut aller définir la stratégie globale pour l'ensemble du patrimoine financier jusqu'à gérer une poche très spécifique d'un client, du Oui, patrimoine d'un client. absolument, hein. Absolument. Alors, toutes les banques privées ont généralement une équipe de wealth planning qui va aider, on va dire, les clients à structurer leur patrimoine sur la partie fiscale potentiellement. Et aussi et surtout, ils vont venir nous voir pour gérer leur épargne financière, enfin côté ou non côté. Généralement, on va traiter quasiment toutes les classes d'actifs, un petit peu moins la partie immobilière, qui généralement est souvent traitée par les clients eux-mêmes, de par leur résidence principale et secondaire, ou de par on va dire, leur intérêt et leur vie personnelle. Et dans tout ça, quelle est la place de l'allocation stratégique, j'ai envie de dire, la définition globale des grandes poches entre classes d'actifs, enfin, le cadre, l'autoroute de long terme, ça, c'est une place qui est très importante ou c'est une approche un peu différente de ce qu'on peut retrouver dans le monde instit? Alors, quand on va faire un premier rendez-vous avec un client, on va dès le départ définir à la fois quel objectif financier il souhaite atteindre, donc quels sont voilà, en termes de performance qu'il souhaite, mais également quel niveau de risque il est prêt à prendre pour atteindre ces objectifs. Donc avec ces deux éléments, on va définir un peu mécaniquement une allocation stratégique type qui va être vraiment le cœur du portefeuille investi. Et comme vous le savez sûrement, à long terme, l'allocation stratégique explique entre 2 tiers et 3 quarts de la performance. C'est donc une étape qui est vraiment clé dans la mise en place de la relation et dans la gestion du portefeuille pour les mois et années qui viennent. D'accord. Et vous avez une certaine Écoute, latitude pour vous éloigner de ces pondérations cibles que vous avez définies de façon stratégique, ou ça reste encadré d'un point de vue contractuel ou dans le mandat qui vous a été confié? Alors effectivement, en gestion sous mandat, en fonction des différents niveaux de risque, on a généralement pour chaque classe d'actifs un poids neutre et des bornes minimales et maximales qu'on peut aller on va dire, tester en fonction de nos vues de marché. Ces bornes sont plus ou moins larges, mais généralement, on est entre plus ou moins 15% sur les différentes classes d'actifs. Et donc, plus on va être confiant sur une classe d'actifs, évidemment, plus on va surexposer et inversement dans l'autre sens. On peut aussi avoir des clients qui parfois ont une sensibilité au risque qui est très forte. Et donc, généralement, on va avoir une approche qui est un peu plus flexible et un peu plus réactive
sorte de gestion à ce qu'on appelle en VaR ou en limite de volatilité. Mais c'est souvent des demandes qui sont pour des clients un peu plus sophistiqués et sur des tailles qui sont un peu plus importantes. Merci beaucoup. Et Laurence, pour vous, Oui, ce que j'allais dire, pour nous, c'est exactement. complètement différent parce que l'allocation stratégique, comme le rappelait Olivier, c'est une grosse partie Mm. de la performance à long terme. Nous, l'allocation stratégique, elle est fonction déjà de deux contraintes. La première, c'est la contrainte réglementaire de chaque institutionnel, chaque catégorie, que ce soit caisse de retraite, Arco-Agir ou profession libérale, ou une mutuelle ou un assureur, a ses propres contraintes, donc ne peut pas dépasser certains ratios sur les obligations, sur les actions, sur l'immobilier ou les fameux contraintes solvabilité avec des comptes SCR. Donc nous, l'allocation stratégique, elle est déjà euh, plus ou moins encadrée par cette réglementation. Après, elle est fonction de l'horizon de gestion du client, c'est-à-dire que sur une caisse de retraite, on va avoir un horizon plus long que sur une mutuelle de santé, par exemple, par rapport aux engagements. Et c'est après, à partir de toutes ces contraintes-là, qu'on définit une allocation stratégique qui est la carte à jouer sur les 3, 5 années à venir. Et le tactique vient se caler dans des fourchettes des fourchettes d'allocation de chacune de ces grandes poches, actions, taux, immobilier et non cotés. Et en général, les clients revoient l'allocation stratégique euh, de manière fréquente, mais on ne la revoit pas tous les jours. Ça dépend C'est vraiment trimestriel ou c'est semestriel? trimestre, voilà, c'est trimestriel, semestriel. C'est-à-dire que nous, on travaille au rythme des administrateurs. Mm. C'est-à-dire que l'allocation stratégique, elle est validée par des administrateurs en conseil d'administration. Le tactique, après, est validé en fonction de la gouvernance. Donc, c'est souvent trimestriel. Après, il y en a quelques investisseurs qui sont un peu plus tactiques, entre guillemets, et qui se réunissent tous les mois pour pouvoir être plus flexibles en fonction des événements de marché ou des anticipations macroéconomiques. Donc, in fine, ça peut signifier que si, par exemple, vous allez avoir un événement important, par exemple les élections américaines ou la dissolution de l'Assemblée nationale en France cette année, qui sont des chocs parfois complètement abrupts et inattendus, comme la dissolution de l'Assemblée, ce sont des choses qui passent au second plan ou que vous n'allez pas forcément tenter de traiter au jour le jour, euh, parce que ça sera peut-être secondaire par rapport à l'allocation et à la tenue de route initiale. Bah, ce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on a toujours appelé les portes de saloon. C'est de dire, on a des investisseurs qui sont quand même des investisseurs de long terme avec une allocation. Donc, si on pense vraiment qu'il y a un risque, on peut à ce moment-là contacter les administrateurs et dire, là, il y a quand même un risque, il faut faire quelque chose. Mais sinon, on recadre toujours les événements de marché en anticipant le risque et en se posant la question, est-ce que on, on reste sur notre allocation long terme ou en effet on fait du tactique. Mais on a souvent fait du tactique pour l'Assemblée. En plus, la dissolution de l'Assemblée est arrivée dans une période où les investisseurs se sont dit euh, juillet, août, il va rien se passer avec les JO, on sécurise et on verra en septembre. C'est aussi là en se disant, on n'aura pas de commission, on sera tous en vacances, donc on sécurise et donc il y a ça aussi, il y a le côté un peu gouvernance et le côté un peu humain qui peut expliquer certains arbitrages euh, dans ces moments un peu difficiles. Olivier, on observe la même façon de travailler, les mêmes méthodes et surtout les mêmes craintes au niveau voilà, des événements macroéconomiques, des chocs. Comment vous ressentez ça au niveau de votre clientèle? Est-ce que ça se retranscrit dans la façon dont vous gérez vos portefeuilles? Oui, alors effectivement, comme on sait, on vit une époque où les chocs géopolitiques et politiques sont de plus en plus fréquents. Et aussi notre rôle en tant que advisor ou en tant que gérant de portefeuille, c'est de mettre en avant auprès des clients l'importance de la diversification. C'est-à-dire un portefeuille qui est bien diversifié, aussi bien en termes de classe d'actifs, mais aussi d'un point de vue géographique, est moins susceptible d'être impacté
faire des événements locaux comme ce qui s'est passé en France cette année ou par l'élection américaine. Et ce qui n'est pas toujours évident, car le client typique de banque privée française va avoir, on va dire, un attachement assez fort à avoir des actions françaises en portefeuille, avoir du L'Oréal, du LVMH, ce sont des choses qui sont assez courantes et appréciées par les clients. Mais on voit typiquement en 2024, je pense que c'est l'exemple vraiment parfait, que ces biais géographiques peuvent parfois bien fonctionner, et parfois aussi très négatifs en termes de performance. Typiquement, cette année, je pense que le MSCI World est en hausse de quasiment 20% depuis le début de l'année, quand le marché français, pénalisé à la fois par la performance de LVMH, entre autres, mais aussi par ce qui s'est passé au niveau politique, a beaucoup souffert. Donc, vraiment, notre rôle, c'est de faire de la pédagogie envers nos clients pour qu'ils aient le plus de diversification possible de manière à limiter ces risques qui sont un peu spécifiques. Après, de manière générale, si on a malgré tout envie de prendre des positions sur un événement politique, on peut le faire. Euh, Ça va dépendre souvent, on va dire, des instruments qui sont à notre disposition. Et donc, typiquement, sur un événement politique, on peut tactiquement décider d'acheter des options de protection pour se protéger sur un événement spécifique. Ça, les clients le comprennent et même vont l'apprécier, avoir une forme de réactivité dans la gestion. C'est assez nouveau, ça, ou c'est quelque chose qui a été tout de suite installé depuis de nombreuses décennies dans la gestion, cette capacité-là de se couvrir avec des produits dérivés dans le monde du wealth? Je pense que alors c'est nouveau, oui, oui et non, ça a toujours existé, mais on a quand même des clients qui sont de plus en plus avertis, de plus en plus informés et qui ne sont plus du tout, on va dire, choqués, entre guillemets, de voir apparaître des positions dérivées dans les portefeuilles. Donc là encore, hein, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, mais ce sont des outils qui sont devenus de plus en plus classiques et de plus en plus appréciés par les clients. C'est vrai que ça me vient à l'esprit, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore discuté de ça. Vous avez plusieurs façons de travailler avec les clients, Oui. soit en gestion sous mandat, soit en gestion conseillée. C'est pareil aussi côté institutionnel, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Alors, côté institutionnel, c'est un peu différent parce que ils travaillent beaucoup sur de la gestion déléguée. Alors, déléguée soit au travers de fonds dédiés. Donc, c'est des fonds qui sont montés en collaboration avec le client et le gérant, mais il y a un gérant. Et en fait, donc ça, ces fonds dédiés sont en général des fonds assez corps, donc sur des obligations, sur des actions. Alors, l'institutionnel français, il est plutôt en zone euro-Europe. Donc, on a moins de biais français parce qu'il a déjà, depuis quelques années, ouvert pour lui. Euh, donc, c'est de l'euro minimum et de l'Europe. Et à côté, il a aussi des gestions déléguées, mais plutôt des OPCVM ouverts ou d'autres types de produits en satellite, notamment sur peut-être de l'inflation, des fonds de portage, du small cap, des fonds thématiques, santé, tech, matières premières. Donc en fait, sur la partie, on va dire, gestion corps, toute la couverture, on va dire, est déléguée dans le mandat qu'il donne au gérant. Donc il laisse le gérant décider s'il y a un risque taux de le couvrir, s'il y a un risque sur les actions de le couvrir. Les produits dérivés ils ne font d'ailleurs qu'en couverture, mais ils n'ont pas les moyens, eux, en interne, de pouvoir gérer ce genre de produits. C'est complexe d'un point de vue comptable, il y a des risques opérationnels, ce ne sont pas des techniciens de marché, donc ils laissent cette partie-là à leurs gérants. Quand ils font du tactique, c'est souvent sur ces positions de dire quand on a eu post-Covid ce pic d'inflation, ils ont investi dans des fonds obligations d'inflation. Et puis après, avec la baisse des taux qu'on a anticipé, ils ont investi tactiquement dans des fonds de portage. Là, ils se reposent la question, small cap, US ou pas. Et puis, ils jouent aussi des thématiques. Le côté tech, Nvidia les a un peu poussés à investir dans des fonds tech et à sortir peut-être d'autres fonds. Donc voilà, en fait, ils gèrent souvent avec ces deux poches. Mais D'accord. tout est délégué à des gérants parce que ils ont pas les équipes et la technicité pour prendre des positions en direct. Donc sur la partie titre vif, si certains investisseurs institutionnels détiennent des participations en direct dans des sociétés, c'est souvent au travers de la gestion déléguée.
C'est de la gestion déléguée. Alors, on en a certains qui investissent dans des obligations en direct. En général, c'est des obligations très investment grade et c'est pour les coller à leur passif. Donc, c'est des obligations qu'ils achètent avec une maturité qui colle à des contraintes de passif, mais la plupart sont complètement sortis de la gestion en direct. Ils achètent très peu d'actions ou de titres parce qu'il y a une technicité qui fait que, et puis ils n'ont pas les équipes en interne, ils ont réduit les équipes, on va dire, financières, donc ils délèguent et ils maîtrisent leur délégation. D'accord. Oui, c'est pas une recherche de trouver les pépites ou les meilleurs papiers sur le marché, c'est plutôt une gestion C'est trouver les globale. meilleurs gérants. Oui, Le- ouais, c'est pas, c'est voilà, c'est ce qu'ils ouais. font, c'est essayer de trouver les meilleurs gérants par classe d'actifs. Et bah, en général, ils sont accompagnés, c'est-à-dire quand on les accompagne sur l'allocation stratégique et tactique, souvent on les accompagne sur la sélection des fonds. Et c'est vraiment compartimenté par classe d'actifs. On recherche des gérants spécialisés sur chacune des classes d'actifs. Oui, en fait, ils ont, depuis quelques années, il y a eu un peu une déception des fonds diversifiés et ils ont repris la main sur l'allocation stratégique. Et après, ils vont chercher des briques pures, c'est-à-dire qu'ils vont chercher deux, trois gérants obligataires, ils vont gérer les gestions actions et donc ils font des appels d'offres pour mettre en place leur mandat ou ils vont chercher des OPC faibles. Ça dépend de la taille des portefeuilles. Les plus gros ont les moyens de mettre en place des fonds dédiés. Et sinon, pour les plus petits, les plus petites mutuelles, à ce moment-là, on va chercher des fonds ouverts sur les parts, on va dire, dites institutionnelles. Mais c'est souvent de la délégation. Et Olivier, ça fonctionne comment pour les clients privés de ce point de vue-là? Est-ce que, vu qu'il y a moins de contraintes réglementaires, le fonctionnement est un petit peu différent en termes de prisme? La diversification, bien sûr, va rester importante, mais est-ce que vous avez parfois, que ce soit pour des raisons, pas marketing, mais d'attrait pour les clients, tenter de promouvoir certaines prises de position assez concentrées dans telle ou telle entreprise, ou est-ce que vous aussi, vous avez plutôt l'habitude, je parle pour l'ensemble, hein, bien sûr, du métier, de travailler via des véhicules plutôt ETF ou PCVM? Alors, généralement, ça va dépendre aussi un peu de la taille des banques privées et de leurs ressources. Typiquement, on a, nous, ici, chez Safra Sarrazin, des équipes qui sont assez fournies sur la partie obligataire et sur la partie, on va dire, action pays développés. Du coup, on va pouvoir gérer en titre vif les poches obligataires et les poches actions, là où on estime avoir une compétence et avoir une valeur ajoutée. Par contre, quand on va aller chercher peut-être des fonds de gestion alternative ou des fonds peut-être plus sur les pays émergents, là, on passera plus volontiers par soit des fonds externes, soit des ETF de gestion passive ou de gestion active. Donc, ça dépend vraiment, on va dire, de la taille des équipes à notre disposition pour pouvoir gérer directement ou pas. D'accord. Est-ce que les clients doivent faire attention, est-ce que vous devez faire attention pour vos clients à la dimension fiscale lorsque vous prenez des choix d'investissement de ce type ou c'est pas ce qui vous est demandé? Alors, en gestion sous mandat, c'est un petit peu délicat parce qu'effectivement, il y a une vraie délégation de la gestion. Et donc, on n'est pas, nous, censés, gérants sous mandat, prendre en considération la partie fiscale. Le régulateur nous impose quand même d'avoir une grande cohérence entre les différents portefeuilles des différents clients. Et donc, on peut plus difficilement faire du sur-mesure sur la partie fiscale. Par contre, quand on passe en gestion, on va dire, conseiller, en advisory, où c'est bien le client qui a la main sur la décision finale, là, les considérations fiscales seront davantage prises en considération et on pourra effectivement avoir plus de sur-mesure. D'accord. Et en parlant des choses Côté institutionnel, ouais, ils ont une fiscalité qui est un peu différente en fait. La plupart ne sont pas fiscalisés sur les plus-values, mais sur les revenus. Donc, ce qui peut des fois orienter
des investissements en privilégiant les sorties en capitalisation plutôt que les sorties en revenus, hein, parce qu'ils gagnent quand même tous entre 10 et 25%. Mais ça ne les a pas empêchés ces dernières années du faire du CAT, DAT avec des taux de rendement assez intéressants, préservation du capital, et là, ça ne leur pose pas de problème de payer des impôts dans ces cas-là. Mais clairement, nous, on a un peu ce biais quand on recommande des produits ou des classes actives. D'accord. C'est fonction des supports dans lesquels vous investissez, des types de comptes ou de contrats? C'est par rapport par exemple, quand on va sélectionner un OPCVM, on va prendre la part capitalisante et pas la part distribuante Hmm. pour optimiser. Et quand ils ont des fonds dédiés, quand ils vont essayer, en fait, quand ils ont besoin de produits financiers, ils vont sortir en plus-value et pas en revenu. Mhm. C'est-à-dire qu'ils vont D'accord. faire des achetés-vendus sur les parts pour optimiser un peu cette fiscalité. D'accord. J'avais une autre question qui était toujours dans le domaine des choses qui importent aux clients. On se posait la question, parce que c'était aussi l'une de nos discussions quand on a préparé ce webinaire, c'était la question des restrictions ESG et l'évolution du cahier des charges. J'ai eu l'impression dans nos discussions qu'il y avait des petits changements, ou en tout cas des évolutions de perception ou de priorité, surtout côté clientèle privée, peut-être un tout petit peu moins côté instit. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Olivier, par exemple. Oui, alors côté banque privée, euh, toute la thématique ESG est pas forcément actuellement, on va dire, prédominante pour les clients, même si les générations plus jeunes sont plus sensibles que les générations plus anciennes. Et malheureusement, ce qui a pas aidé pour la cause de l'ESG, ça a été, on va dire, les performances des produits ESG depuis, on va dire, 3 ou 4 ans. Il y a eu notamment l'année 2022 qui a été assez difficile pour les fonds ESG. Et les clients privés qui en avaient malgré tout souscrit se sont retrouvés avec des performances très en deçà des indices. Et donc, du coup, se sont un peu mis en retrait de ces produits-là. Et même si nous, aujourd'hui, on veut faire de la pédagogie et leur expliquer pourquoi le SG est intéressant, la réglementation et sa complexité rendent ce discours un peu inaudible. Les gens se perdent un peu entre tous les différents labels qui existent au niveau européen, entre les fonds article 8, article 8+, article 9. Donc, je pense que pour pouvoir vraiment avancer côté wealth management, il faudra à la fois que les performances, on va dire, se redressent un peu et soient plus cohérentes, et aussi que les règles du jeu au niveau européen soient davantage définies. Ceci étant, on a aussi d'autres clients qui, eux, par contre, sont très sensibles à l'ESG. Donc, c'est pas la majorité pour l'instant, mais on en voit de plus en plus, et qui vont venir nous voir avec un cahier des charges très spécifique. Et, pour des raisons qui leur sont propres, une histoire personnelle, ils vont avoir des valeurs qui sont importantes pour eux, et vont vouloir que leur gestion les reflète. Donc, ça va passer naturellement dans une première étape par de l'exclusion sectorielle. On va nous dire, je ne veux pas de tel secteur, car ce n'est pas aligné avec mes valeurs. Et on commence à voir apparaître de plus en plus des familles qui vont nous dire, nous, on veut aussi avoir un impact, donc faire de l'impact investing sur différents sujets qui nous sont chers. Donc, ça peut être le climat, ça peut être la lutte contre la pauvreté. Il y a différents thèmes comme ça qui ressortent. Et on a aujourd'hui les outils pour le faire de manière, on va dire, assez claire et lisible dans l'univers des actions cotées. Donc, on commence, nous, à travailler ici sur quelques mandats avec des familles voilà, qui veulent du tailor-made en ESG. Alors que du côté investisseur institutionnel, l'ESG était déjà là, impulsé par les plus gros investisseurs comme les RAF, le FRR, la CDC, qui ont été finalement les premiers avant toute réglementation à prendre ce biais ISR et qui est devenu ESG. En revanche, maintenant, la plupart des investisseurs sont soumis à l'article 29 de la loi énergie-climat et ils doivent reporter chaque année sur en fait
le niveau de ESG et l'empreinte carbone de leur portefeuille. Donc ça les a quand même contraints. Alors on a toujours, pareil, des investisseurs qui sont assez sensibles, notamment dans le monde mutualiste, avec une sensibilité sur le côté S, santé, et on en a d'autres qui sont plutôt sensibles sur l'environnement. Et cette obligation finalement de reporter a commencé depuis quelques années à initier des discussions en disant bah, puisque vous faites le premier reporting, on fait un constat et on voit comment on peut s'améliorer. Et nous, on a aussi, comme côté banque privée, ce rôle de pédagogique, d'expliquer au-delà de la performance, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de contraintes de risque et finalement d'anticipation de risques sur certains secteurs. Donc globalement, les investisseurs, par contre, ils sont au fait de la réglementation sur article 6, article 8, article 9. Donc les articles 6, ils les ont complètement sortis de leur portefeuille. Ils ont mis en place quelques exclusions, mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit un décalage entre ce qui est mis en place finalement sur les actifs cotés, où on est plutôt sur de l'ESG en article 8, assez simple, mais on va quand même donner la priorité à la performance, et plutôt implémenter ce qu'on appelle plutôt les fonds à impact sur le non coté au travers du private equity, de la dette privée ou de l'infrastructure. Donc on voit quand même une implémentation un peu différente entre les marchés cotés et les marchés non cotés chez les investisseurs institutionnels. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, Là, on a quand même eu l'élection de Donald Trump, ce qu'on appelle le Trump Trade, qui est en train de se déployer là sur les marchés. Il y a pas mal de secteurs qui surperforment, il y en a d'autres qui sous-performent. Le secteur de l'énergie, c'est vraiment des fortes disparités entre énergie renouvelable et énergie fossile. Euh, Est-ce que vous allez devoir faire ce travail de pédagogie auprès de vos clients pour peut-être leur faire comprendre que au cours des 3 ou 6 prochains mois, ça sera peut-être pas forcément les investissements qu'ils ont faits dans les secteurs à impact qui vont enfin relever la tête. Ça, c'est des choses qui sont compliquées en matière de relations clients où ils tiennent le coup. Bah, là encore, ça va dépendre des clients. Pour les clients qui sont vraiment convaincus par des thématiques ESG et qui ont une vision de long terme, généralement, ils sont prêts à supporter la volatilité, et ils sont prêts à supporter, on va dire, les effets de mode, parce qu'ils ont une conviction qui est très forte et qui va au-delà, effectivement, de l'élection de Trump. Pour ceux qui sont beaucoup moins convaincus et, on va dire, pour qui l'ESG est moins important, très clairement, ils vont préférer jouer les secteurs qui vont fonctionner et se détourner de tout ce qui est lié, effectivement, là, en l'occurrence, des énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment assez variable en fonction de la sensibilité des clients à l'ESG. Ouais. Chez les investisseurs institutionnels, c'est vraiment des discussions qu'on a au cas par cas. On a des conseils d'administration qui sont très sensibles et qui vont justement se projeter dans le long terme et continuer à implémenter leur politique parce qu'au-delà de reporter, avoir des données quantitatives sur la gestion de leur portefeuille, ils ont pour la plupart mis en place ce qu'on appelle une politique ESG dans la définition de leur portefeuille et dans les choix. Donc, ils vont rester sur le train des finalement les objectifs qu'ils se sont donnés, parce qu'ils ont des objectifs financiers, mais ils se sont donnés des objectifs en termes de décarbonisation de leur portefeuille et d'amélioration de la note ESG de leur portefeuille. Après, on a toujours des sceptiques, et je pense à un client qui, au cours en début d'année, a arbitré des fonds environnement pour rentrer dans des fonds tech, par exemple, en disant l'avenir c'est la tech et c'est pas l'environnement. Après, ça, c'est le choix du client. Nous, on a cette pédagogie d'expliquer qu'il y a une diversification et que c'est bien d'être investi sur plusieurs classes d'actifs, mais aussi plusieurs secteurs et comme on dit, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais après, on fait en fonction de la sensibilité de chacun. Nous, on est là pour apporter l'information, la connaissance. Au final, c'est quand même le client qui décide. Même si moi, je suis convaincu que l'ESG est une approche de risque complémentaire et doit payer sur le long terme. En termes d'allocation géographique, c'est pareil. C'est
Europe, 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 ou d'autant plus maintenant, alors pour la tech, bien sûr, c'est un pari sectoriel thématique qui nous amène forcément vers des entreprises qui sont plutôt aux Yes. États-Unis, mais de façon plus globale, est-ce que c'est des mouvements qui sont en train d'être effectués, qui ont déjà été effectués, parce que ça date pas d'hier, cette surperformance, par exemple, des US sur l'Europe, au-delà de l'aspect ESG de la chose, est-ce que ce sont des investissements, des pondérations qui augmentent progressivement dans les portefeuilles de vos clients, qu'ils soient privés ou instituts? Ah, Chez les pour la part... institutionnels, il y a la... Ah, ouais. Non, je t'en prie, Laurence, vas-y. Chez les institutionnels, c'est assez simple parce que là aussi, il y a la réglementation qui prime et ils ont pour une grande partie un principe de congruence, c'est de dire mon portefeuille doit être principalement investi dans la même devise que mes engagements. Donc, ça limite finalement à rester sur l'euro, l'Europe et la plupart mettre entre 10 et 15% d'OCDE. Après, dans les assureurs, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent aller faire des émergents ou autres, mais ça, c'est toujours pareil, c'est le coût au fonds propre. Mais on a quand même un gros biais réglementaire sur l'Europe dans les portefeuilles. Oui, côté banque privée, le biais européen existe aussi. Il est un peu moins réglementaire, il est plus, on va dire, affectif, où les gens aiment bien avoir un portefeuille des valeurs qu'ils connaissent, qui leur parlent. Et notre rôle, effectivement, nous, c'est de leur expliquer l'intérêt de la diversification. Ils le comprennent de plus en plus, notamment avec la performance de la tech américaine. Et donc, ces mouvements de réallocation de l'Europe vers les États-Unis, quelque chose qui se met en place de plus en plus avec le temps. Peut-être qu'il y a 10 ans, une banque privée classique en gestion sous mandat ou un advisory avait un biais très marqué sur l'Europe. Et au fil du temps, la quote-part des États-Unis progresse de manière lente, mais assez sûre en fait. Et l'élection de Oui. Trump, probablement, et les performances de cette année vont accentuer ce phénomène encore Ouais, plus. Ouais. Mm, ça va tout renforcer à un peu fait. le phénomène. Mm. C'est-à-dire que les gérants, petit à petit, font peut-être moins attention aux valorisations et plus au parcours, à la tendance des bénéfices sous-jacents. On a souvent entendu dire que les marchés américains étaient beaucoup trop chers par rapport au marché européen, mais force est de constater que c'était des mouvements qu'il fallait faire si on voulait rechercher de la performance. Euh, En termes de classe d'actifs, maintenant qu'on a une bonne vue d'ensemble de vos métiers, de vos contraintes, de vos axes de travail, en matière de classe d'actifs, Laurence, on a compris que les obligations pour les investisseurs institutionnels, principalement la classe d'actifs principale, travailler Oui. parfois en direct, principalement au travers de PCVM ou déléguer à des gérants sous mandat. Olivier, côté gestion privée, action cotée, obligation cotée, que ce soit en direct ou au travers de fonds, est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs sur lesquelles vous travaillez historiquement, pas forcément les tendances actuelles, mais historiquement, est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs sur lesquelles vous allez vous orienter? Oui, alors comme beaucoup de banques d'origine suisse, on a toujours eu une poche en gestion alternative qui a été importante. Même si la gestion alternative a été assez chahutée depuis, on va dire, 10-15 ans, euh, très présente avant 2008. Beaucoup d'investisseurs ont été un peu traumatisés par l'affaire Madoff et on a du coup assisté à l'apparition de la gestion alternative liquide qui n'a pas forcément tenu toutes ses promesses. Et donc, on a vu beaucoup de clients s'enlacer un peu et vouloir en sortir. Cependant, nous, ce qu'on a toujours mis en avant, et on a d'ailleurs renforcé nos équipes là-dessus il y a quelques années, c'est la partie alternative offshore. On retrouve toujours des gérants assez intéressants avec des historiques très convaincants, une vraie décorrélation par rapport au marché. Donc, évidemment, sur le marché suisse, c'est un vrai sujet, mais on commence à revoir une certaine clientèle française se réintéresser à ces hedge funds, bien conscient que s'ils veulent trouver de la performance, de la décorrélation, c'est une classe active qui a tout son sens. Et donc, ils sont prêts à aller sur des choses qui sont un peu moins liquides pour retrouver ce couple rendement-risque intéressant. Côté investisseur institutionnel, la gestion alternative et les hedge funds,
ils veulent plus en entendre parler. C'est un gros mot qu'il faut pas prononcer, même si je trouve que sur des gestions alternatives, il peut y avoir des opportunités justement de stratégies très simples, entre guillemets, sur des long short equity qui permettent d'être décorrélés, mais non, ils ont subi des pertes et des déconvenues il y a quelques années. Et ça, pour le coup, ils ne l'ont pas oublié. Donc, ils préfèrent, sur de la diversification par rapport au taux action, aller sur de l'immobilier ou sur du non-coté. Je- Donc, je- 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 on a une poche en général de 10-15% d'immobilier et 10-15% de non-coté. Et Hmm, c'est pour eux leur actif de diversification. d'accord. C'est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur en termes de pondération sur le non-coté, Olivier, côté client privé, ou je suppose que c'est en fonction, là encore, de la taille du patrimoine. Oui, c'est souvent en fonction de la taille du patrimoine. Généralement, le côté arrive quand on a déjà un portefeuille, on va dire, liquide qui est assez conséquent. Mais quoi qu'il arrive, ça dépasse rarement, on va dire, 10 à 20% d'un portefeuille global, donc que ce soit en private equity ou en private debt. Et on a d'ailleurs, nous, de plus en plus de demandes de la part des clients pour offrir des solutions en private equity. Généralement, on a une approche, nous, qui est assez prudente. On trouve que le monde du private equity est assez hétérogène, avec des performances qui sont très différentes d'un gérant à l'autre, d'une stratégie à l'autre. Et quand on regarde finalement la performance moyenne d'un fonds private equity, on se rend compte que ça ne fait pas forcément beaucoup mieux qu'un tracker S&P 500. Donc, on a une Hmm. approche qui est assez, on va dire, opportuniste et ciblée là-dessus. Nous, ce qu'on fait dans Private Equity aujourd'hui, on fait deux choses. On a un fonds interne, Safra Sarrazin, qui est géré par les équipes de Safra Sarrazin, où la famille Safra investit de manière significative. Et donc, on dit à nos clients, venez co-investir avec la famille Safra. Au moins, vous êtes sûr que vous avez des intérêts qui sont alignés avec l'actionnaire de la banque. Ça, c'est une offre qui plaît assez et qui parle beaucoup aux familles. Et l'autre offre qu'on a mis en place très récemment, c'est parce qu'on trouve qu'actuellement, il y a une opportunité assez importante sur, on va dire, le marché secondaire en private equity. On a mis en place un partenariat avec un gérant assez important du secondaire pour avoir un fonds qui nous est réservé à nous et nos clients pour pouvoir bénéficier de cette thématique-là. Du coup, on a vraiment une approche, voilà, comme je disais, qui est assez ciblée, assez opportuniste en fonction de ce que l'on voit d'intéressant sur le marché. Ça fait partie de votre offre, au final. Vous avez dû développer une expertise aussi dans ce monde-là pour répondre à des besoins de vos clients. Oui, parce que les clients le demandaient, donc il fallait y répondre. On n'a pas voulu, entre guillemets, ouvrir le catalogue et donner accès à tout et n'importe quoi. On a vraiment fait des choses de manière très réfléchie et très ciblée. Ouais. Alors que l'investisseur institutionnel, il va gérer sa poche non cotée, que ce soit immobilier ou non coté en dette privée, en infra ou en private equity, en faisant une allocation au sein de ses allocs. C'est-à-dire qu'il va regarder une répartition sur le PE, sur la dette, sur l'infra. Il va faire ses sélections lui-même, parce que c'est, je pense, des clients qui se sont intéressés à la classe d'actifs beaucoup plus tôt. Déjà, il y a quelques années. L'immobilier, ça fait beaucoup plus longtemps, mais ça fait quelques années déjà que ils ont accompagné le développement de cette classe d'actifs, qui était Et le d'ailleurs à temps, l'origine une classe d'actifs qui était très institutionnelle. ouais. Et puis c'était le temps qui était économisé lorsque vous ne, les instituts ne se penchaient plus sur la question des hedge funds. C'est du temps gagné, ça aussi, pour faire autre C'est chose, ça. alors que les banques Voilà. privées devaient travailler sur les deux. Voilà, quand on en est sorti sur les hedge funds, bah, on a mécaniquement commencé à regarder l'immobilier parce que c'était une classe d'actifs qui était toujours traitée à part dans l'allocation et qui est revenue. Hmm. Euh, il y a 20 ans, on était dans une allocation action-taux monétaire et au fur et à mesure, on a eu action-taux, le monétaire étant une variable plutôt d'ajustement des taux. On a intégré l'immobilier et après, on a intégré le non-coté. Et maintenant, dans l'allocation, stratégique, on travaille sur toutes les briques.
Et sur le côté, si on revient rapidement sur les investissements un peu plus traditionnels, actions, obligations monétaires, chacun est géré de façon isolée. Que deviennent les fonds diversifiés, Olivier, qui avait été vous gérant de fonds diversifiés? Est-ce que ce sont toujours des choses que vous recherchez, que les clients demandent, ou les fonds flexibles, c'est plus à la mode? Non, alors c'est vrai que c'est beaucoup moins à la mode que cela a été et ça se comprend assez bien. Je pense qu'historiquement, la poche obligataire avec les taux qui étaient très faibles, et donc un risque assez asymétrique, ont fait que les gens s'en sont détournés. Évidemment, 2022 a été un peu le coup de grâce sur les fonds Mm. diversifiés avec beaucoup qui n'ont pas su hedger correctement le risque de taux. Donc, ça a été vraiment une période compliquée, mais de manière paradoxale, la hausse des taux, qui a eu un impact très fort négativement sur les performances, a offert une opportunité et du coup redonne de l'intérêt pour les fonds diversifiés. De nouveau, les deux moteurs, actions et obligataires, peuvent fonctionner. On voit que l'inflation qui est maîtrisée, que la décorrélation entre les deux classes d'actifs rejoue un peu son rôle. Donc, on recommence à retrouver, même si ce n'est pas encore très significatif, Mm. de l'intérêt sur les fonds diversifiés. Et vous, Laurence, côté institutionnel? Bah, à l'origine, les institutionnels avaient eu tendance à confier leur portefeuille justement à des gérants diversifiés en disant, ben voilà, moi, mon allocation stratégique, c'est, on va dire, 40% d'actions, 60% de taux, et confier Hmm. finalement le tactique à des gérants. Et étant un peu déçu justement du manque de flexibilité de Hmm. certains gérants, avaient tout repris en interne en reprenant l'allocation stratégique et en implémentant des briques pures. Alors, les plus petits qui n'ont pas les moyens de le faire ont encore des fonds diversifiés, mais il y en a de moins en moins. Par contre, ce qu'on retravaille avec eux, c'est ce qu'on appelle des fonds de performance absolue. C'est de dire, ben, ou sur toutes les classes d'actifs ou sur l'obligataire, de dire, bah moi, je te donne toute la flexibilité, tu vas prendre tous les moteurs de performance, mais je veux que sur 5 ans, tu me délivres 5% par an. À toi de jouer. Donc, on est plutôt en train de revenir sur des gestions dites flexibles total return que vraiment des gestions diversifiées avec un indice déjà défini comme des 20-80 ou des 60-40. Ça, c'est c'est plus trop demandé et regardé par les investisseurs. J'ai l'impression qu'il y a ce phénomène de spécialisation quand même qui s'est mis en place depuis de nombreuses années à vous écouter, hein, avec une demande de plus en plus importante d'expertise sur chacune des classes d'actifs. Oui, Et mm, on délègue un petit peu pour chacune des classes d'actifs. Ça peut être même une délégation à différentes équipes de gestion pour chacune des classes complètement. d'actifs. Mm, Et on mandate ensuite une autre personne pour superviser le tout, tout à fait. pour s'assurer, vérifier les métriques aussi de performance, hein, Mm. les mesures Et tout quantitatives. à fait. Et chez les investisseurs institutionnels, il y a parfois, chez les plus gros, une équipe cotée, une équipe non cotée, et dans l'équipe cotée, des responsables plutôt actions, plutôt taux, et avec un allocataire. Chez les plus petits avec lesquels on travaille, qui font appel à nous, bah, ils font appel à nous pour avoir ces expertises et aller chercher les Mm. meilleurs gérants sur sa classe d'actifs. Mais oui, il y a eu en fait, une montée en compétences des investisseurs avec l'évolution des marchés. Ils ont appris avec toutes les nouvelles classes d'actifs euh, qu'ils ont dû analyser pour pouvoir les valider. Est-ce que ça va jusqu'au remplacement des fonds de gestion active par des ETF, principalement pour les actions, ou on travaille encore beaucoup avec des gérants actifs? Chez les investisseurs institutionnels, on est encore beaucoup sur des gérants actifs parce que c'est un peu l'origine. Ils sont, ils regardent les contraintes d'investissement, ils regardent certains ratios et notamment un ratio qui est le ratio de Sharpe, c'est-à-dire on va essayer d'aller donner nos encours à gérer à des gérants qui apportent de la valeur. Mais c'est vrai qu'on a eu des investisseurs un peu déçus, notamment sur le marché américain, des performances de gérants actifs et qui ont commencé
à implémenter des fois quelques ETF de manière tactique sur la partie action, moins sur la partie obligataire. Parce que la Mm, partie obligataire, ils avaient soit leur adossement, soit ils arrivaient mm, à avoir soit des fonds de performance absolue obligataires, soit là, ils, ils ont mis en portefeuille des fonds de portage, donc c'était mm, moins important pour eux, mais certains, oui, ont commencé à nous faire analyser l'univers des ETF. Et quand on voit la décollecte sur les mm, fonds de gestion active vers les fonds ETF, mm. voilà. Après, quand on a un investisseur institutionnel, on regarde aussi est-ce que c'est un ETF avec des produits structurés ou c'est un ETF gesté en direct. Voilà. Ouais. Sans méthode de réplication ou Voilà, la méthode de d'exposition réplication synthétique. est important pour eux parce que quand ils transparisent, ils ont cette contrainte sur les produits Mm. dérivés aussi. Sur le sous-jacent. Ouais. Mais j'imagine que c'est un phénomène qu'on retrouve aussi un peu partout, hein. Dans vos gestions, Olivier, surtout sur les gestions sous mandat, vous avez une certaine latitude aussi pour la sélection des instruments et les moyens que vous utilisez pour vous exposer à certains marchés. C'est pareil pour vous, l'essor des ETF dans le monde de la gestion d'actifs, c'est quelque chose que les gérants privés utilisent beaucoup aussi. Oui, alors on va l'utiliser effectivement, on va dire, sur les classes d'actifs où cela fait du sens. Donc typiquement, Mm, Laurence l'a mentionné, c'est vrai que sur les actions américaines, le S&P 500 a été tellement difficile à battre depuis maintenant de nombreuses années que c'est souvent un ETF S&P qui va être mis, on va dire, comme brique centrale pour les actions américaines. Mais c'est moins vrai sur l'Europe, c'est moins vrai sur la partie Asie ou pays émergents de manière générale. Et c'est aussi beaucoup moins vrai pour tout ce qu'on va dire, tout ce qui va être un peu thématique. Donc, on va jouer un thème particulier où finalement il n'y a pas forcément d'indice qui existe. On passera plus volontiers par de la gestion active qui reste pour ce cas-là pertinent. Après, nous, on est de manière générale un peu prudent sur les ETF. C'est vrai qu'on a un phénomène de concentration dans le S&P 500 et aussi un peu dans le stock 600 qui fait que les indices sont même difficiles à répliquer pour les gérants actifs. Et donc, mécaniquement, ils ont du mal à suivre quand les top 5 performent bien. On a eu des phénomènes inverses historiquement où les indices très concentrés, parce que les principales valeurs commençaient à sous-performer, devenaient en fait des indices très facilement battables, entre guillemets, mm, mm, et où la gestion active retrouvait toute sa pertinence. En tant que Français, je pense que beaucoup de gérants ont en tête la performance du CAC 40 entre 2000 et on va dire 2015 presque, où l'indice était très pondéré sur les valeurs bancaires, sur les télécoms, sur les utilities. Et donc, il suffisait d'avoir un peu de small et mid cap pour réussir à faire mieux que le CAC 40. Et les gérants actifs ont pu du coup piocher dans cet univers small et mid pour performer. Je pense qu'un jour, sur le marché américain, je ne sais pas si ce sera dans 6 mois, dans un an ou dans 5 ans, je pense qu'on aura un phénomène comparable où les 5 ou 7 plus grandes valeurs commenceront à sous-performer et où les gérants actifs pourront de nouveau aller générer la performance en piochant dans les capis plus faibles. C'est vrai que les arbres ne montent pas au ciel. Non. C'est d'ailleurs une question qu'on se pose un peu tous hein, dans le monde de la gestion d'actifs. C'est l'essor des ETF. C'est vrai qu'à un moment ou un autre, de toute façon, cet effet de concentration va avoir un impact plus négatif que positif. Mm. Après, ça fait quand même quelques années que ce sont des hypothèses qui sont émises. Pour l'instant, c'est un phénomène qui continue de se renforcer. Les flux de capitaux, ils transitent quand même énormément vers des investissements passifs au détriment de la gestion active. Ouais. En Europe, il y a une réglementation qui est de plus en plus contraignante aussi pour les gérants actifs, ce qui fait que c'est pas forcément facile d'évoluer. Et puis, on se pose la question, hein, de façon totalement légitime, de savoir quel sera l'avenir de la gestion active dans le monde et en Europe plus précisément. Est-ce que vous pensez que dans vos métiers, c'est un sujet où, en tant qu'allocateur, l'apparition des ETF, c'est une nouvelle source, une nouvelle opportunité de créer de la valeur ajoutée plus qu'une contrainte ou une opportunité ou, ou un risque à vos yeux? C'est un outil supplémentaire. Pour moi, et ça dépendra toujours du client, de la sensibilité du client, puisque nous, on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de gestions qui sont déléguées.
et qui sont du coup délégués à des gérants dits actifs. Et quand ces gérants doivent venir régulièrement expliquer leur gestion aux administrateurs, et moi je l'ai toujours vu, les administrateurs ont quand même envie que le gérant leur raconte des histoires sur pourquoi ils ont investi dans telle valeur, pourquoi dans tel secteur. Donc, bah, avec l'ETF, ils perdent ce côté-là. Donc, je pense que c'est plus après, ça sera plus un outil satellite comme des fonds thématiques ou autres, plutôt un vrai changement dans les modalités de délégation. Le facteur humain joue toujours beaucoup. Tout à fait. Et il continuera, espérons-le. Et vous, Olivier, comment vous percevez ça, en tant que gérant, surtout en tant que gérant de fonds par le passé, dans votre expérience, c'est un phénomène que vous pensez être une opportunité, une nouvelle opportunité, un peu comme Laurence, comme un nouvel outil? Oui, alors c'est clairement un nouvel outil et qui a beaucoup d'avantages, évidemment. Il a eu notamment pour avantage pour le client final de mettre une pression sur les prix assez forte. Et c'est vrai que de manière générale, dans l'industrie, on va dire, de la gestion de fonds, par le passé, il y avait quand même beaucoup d'abus avec les commissions de mouvement, avec les commissions de performance qui ont pu être excessives. L'apparition et l'émergence de l'ETF met une pression qui est plutôt saine sur la tarification pour le client final. Après, la gestion active, si elle doit exister, elle doit aussi démontrer qu'elle fait mieux que la gestion passive, et donc si elle doit prendre des frais, de quand même réussir à se performer. Donc finalement, je pense que c'est un mal pour un bien. Ça fait entre guillemets un peu le ménage parmi les gérants qui étaient, on va dire, un peu trop chers et sous-performants. Et ça va permettre aux gérants qui ont une tarification qui est juste et une génération d'alpha qui est pérenne, du coup de survivre et de probablement prendre des parts de marché. Merci beaucoup. Je vois que l'heure passe, il est quasiment 20 heures. Il reste quelques minutes si vous avez des questions dans le chat que je regarde. Une première question de Yishen qui dit: Bonjour, j'aimerais comprendre comment la diversification entre des classes d'actifs peut être gérée sous ce cas-là. Mais c'était à 19h22. Et on a sûrement perdu le contexte, malheureusement. On va Oui, peut-être y revenir beaucoup. juste après. Sur la partie Wells, question d'Olivia, quelle tendance voyez-vous sur les allocations sur le non-coté? Quel type d'actifs préférés entre private equity, la dette privée, les infrastructures? Est-ce qu'il y a des allocations ou des sociétés de gestion qui sont plus prisées que d'autres? Alors, en termes de classe d'actifs, on va retrouver principalement du private equity et de la private debt, donc la dette privée. On va retrouver beaucoup moins la partie immobilière, qui est souvent, comme je le disais, gérée par les clients eux-mêmes, de par leur patrimoine immobilier. Donc, ils n'ont pas envie de se réexposer davantage au travers de fonds fermés. Et la partie infrastructure est quasiment inexistante. C'est une thématique qui parle assez peu aux clients privés, avec des horizons qui sont souvent beaucoup trop lointains pour eux. Donc, on est vraiment très peu pondéré sur la partie infrastructure. Et en termes d'acteurs du non-côté, il y a évidemment toujours une demande, on va dire, pour les grands acteurs américains qui sont assez, on va dire, réputés et qui rassurent. On a d'autres acteurs européens ou français qui sont aussi connus. C'est souvent les noms qu'on nous demande. Et parfois, on aura de la demande sur des choses très spécifiques, mais ça reste plus occasionnel. Laurent, je crois que côté Instit, par contre, les infrastructures, c'est quelque chose qui sont très recherchés. Qui sont très recherchés et d'autant plus ces dernières années, parce qu'on a vu quand même les fonds infrastructures raccourcir leur horizon d'investissement, où les premiers sont arrivés, on était à 20-25 ans, maintenant on est plutôt à 10, 12, 15 ans. Puis avec le développement du secondaire, bah, du coup des investisseurs se disent, bah, si je rentre et que j'ai une modification drastique de mon allocation, je pourrais toujours faire acheter mes parts. Et puis, l'infrastructure parle d'autant plus sur le côté impact.
puisque c'est vraiment là-dessus où on a des fonds article 9, où on a des fonds qui participent à la décarbonisation, participent à la transition énergétique. Donc les infrastructures parlent beaucoup aux investisseurs institutionnels, tout comme la dette privée, puisque la dette privée, ils sont venus à un moment donné sur cette classe d'actifs pour avoir des rendements qu'ils n'avaient plus sur les obligations en direct. Et on voit que c'était un outil complémentaire pour avoir toujours un minimum de rendement dans le portefeuille et le private equity également, même si on a vu un frein depuis 2-3 ans sur le private equity au profit de la dette qui avait du coup accompagné cette hausse des taux aussi. Donc, quand ils font une alloc sur ces trois briques en fait. Merci beaucoup, Olivia, pour votre question. Yishen a généreusement complété la question sur la diversification entre les classes d'actifs et précise donc que côté institutionnel, est-ce qu'il y a des gérants, vu qu'il y a des gérants qui sont délégués pour chacune des classes d'actifs, dans la majorité des cas, notamment chez les grands instituts, comment est-ce que la diversification entre les classes d'actifs va être analysée en matière de corrélation, c'est la supervision en fait de toutes ces classes d'actifs-là. Laurence, c'est un peu le rôle des consultants ou des conseillers, c'est ça, hein. Bah, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que tous les mois, tous les trimestres, donc ils vont regarder la performance de chaque fonds, la performance globale, et ils se comparent. Donc, ils ont une allocation stratégique, donc ils ont une répartition qui, en général, est calculée à base d'indices. Par exemple, on va prendre un indice action, un indice obligataire et qui va être la référence. Et après, on va recalculer en parallèle la performance du portefeuille et regarder si le portefeuille a fait mieux ou moins bien que l'allocation stratégique. Donc l'allocation stratégique, c'est un indice propre de chaque investisseur et le portefeuille. Et on va regarder si la sur- ou sous-pondération de certaines classes d'actifs a été payante ou pas. Donc, ils regardent la performance, mais ils regardent aussi en termes de volatilité. Donc, ils sont assez sensibles sur maîtriser la volatilité, pas avoir un portefeuille qui est trop volatile, avoir une régularité des performances. Donc, voilà, c'est des calculs en interne. Encore deux questions. Une de China qui nous demande si les commodities, très bonne question qu'on n'a pas forcément abordée en tant que classe d'actifs, sont considérées dans l'allocation stratégique ou tactique. À quel niveau est-ce que c'est intégré dans vos réflexions? Olivier, peut-être. Oui, alors côté banque privée, effectivement, la partie matière première peut faire partie des allocations stratégiques. Ça va dépendre un peu du type de client et de sa sensibilité sur ces sujets-là, notamment dans le cadre ESG, où des clients qui sont sensibles à l'ESG ne vont pas trop apprécier généralement d'avoir des expositions sur les matières premières, mais ça peut arriver. Après, ça va aussi dépendre des enveloppes. Typiquement, aujourd'hui en France, si vous voulez investir sur des matières premières en assurance vie, c'est extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, si ce n'est à passer par un panier très diversifié qui va diluer un peu la vue que vous allez avoir sur telle ou telle matière première. Donc oui, ça existe, mais ça reste, on va dire, assez minoritaire aujourd'hui. Côté investisseurs, ils ont toujours été prudents par rapport à cette classe d'actifs. Nous, moi, j'ai un seul client caisse de retraite qui a investi dans cette classe d'actifs avec un regard un peu différent. C'est de dire que il a investi dans des fonds matières premières, mais des fonds plutôt métaux industriels, métaux rares, en se disant que la transition énergétique allait forcément avoir une incidence sur ces métaux qui sont de plus en plus recherchés, de plus en plus demandés, et avec éventuellement des pénuries à attendre. Donc voilà, donc il le regarde, c'est un investisseur qui le regarde un peu de manière tactique, donc ça fait partie des fonds thématiques qu'il a en portefeuille. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est c'est une thématique qui est peu représentée dans les portefeuilles.
Question de Franklin, quel regard portez-vous sur la retailisation des actifs non cotés? Est-ce que l'intérêt pour les evergreen versus fonds fermés se confirme côté privé, client privé, côté client institutionnel? Est-ce que vous avez une vue là-dessus? Alors oui, on va dire, des éléments de réflexion. De manière générale, comme je le disais, il y a beaucoup de fantasmes autour du private equity. Et je pense qu'il faut malgré tout le réserver à des clients qui sont un petit peu avertis, qui comprennent que même s'il n'y a pas de volatilité sur les prix, ça ne veut pas dire que la valeur n'est pas en baisse. Donc il faut quand même bien intégrer ça. On est aussi nous prudents sur les frais qui sont pris sur ces fonds-là. Souvent, il n'y a pas une très grande transparence sur les frais pour le client final. Donc cette volonté de développer tous les fonds private equity pour les clients retail, pourquoi pas? Mais encore une fois, ça va vraiment être au cas par cas, fonds par fonds, gérant par gérant. On va essayer de faire une sélection qui est pertinente. Ça peut apporter plus de liquidité sur le marché si le retail aussi peut accéder à des parts peut-être plus petites, mais qui traitent plus enfin, créer un marché secondaire. Peut-être que ça pourrait avoir un aspect positif. Oui, potentiellement. Enfin, moi, c'est une position personnelle, hein. Le sous-jacent reste le même, hein. Ça reste une entreprise, Mm. qu'elle soit listée ou qu'elle soit non listée. Et in fine, il n'y a pas une raison particulière pour que une action non cotée ait une meilleure performance, on va dire à rentabilité égale, que celle d'une action qui est cotée. Donc, sauf sur des segments qui sont vraiment très intéressants, par exemple tout ce qui est VC, où il n'y a pas forcément d'équivalent dans le monde du côté, ou sur le marché secondaire, on a des fonds qui peuvent négocier une décote pour apporter de la liquidité. Là, on voit vraiment qu'il n'y a un intérêt à aller Mhm. là-dessus. À secteur comparable et à levier comparable, il n'y a pas de raison que sur long terme, une classe d'actifs soit meilleure que l'autre. Merci beaucoup, Olivier. Peut-être une dernière question qui va nous permettre de clore cette discussion. Question ô combien importante pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, partager votre vision sur le futur de vos métiers respectifs? Alors moi, je vois arriver quand même beaucoup de données, de traitement de données qu'il faut qu'on ait, puisque on traite tous les ratios de performance, de risque. On a des besoins de transparisation, d'avoir vraiment des positions. Donc, on a toute cette donnée et encore plus maintenant avec les contraintes ESG. Donc, et avec de l'automatisation dans le traitement des reporting, dans tout ce qu'on peut finalement sécuriser. Donc, peut-être de l'IA à mettre en place ou de l'automatisation si on ne veut pas faire peur aux clients en parlant d'IA. Donc en fait, pour moi, on va développer des outils d'aide au conseil, peut-être à l'analyse de la macro ou autre, mais avec un rôle finalement de conseil, d'allocataire, d'analyse de la donnée. Donc on va être plus sur, entre guillemets, là c'est pareil, du qualitatif et du relationnel avec le client, mais il y a toute une partie, je pense, du métier qu'on va pouvoir optimiser. Mais de là à ce qu'on soit remplacé par des outils d'allocation, en fait, les outils d'allocation vont juste nous aider à faire peut-être mieux notre métier. Oui, c'est aussi le cas côté banque privée. Je pense il y a déjà beaucoup d'outils qui existent, d'autres outils qui vont se développer, qui vont nous aider à travailler. Côté wealth management, il y a quand même toujours pour les clients l'importance de l'humain. C'est-à-dire que une famille, un entrepreneur a besoin d'avoir confiance dans une banque, mais aussi dans des personnes pour confier son argent. Et ça ne pourra pas être remplacé par de l'IA ou par un robot advisor. Donc ça va rester, à mon avis, un élément qui est clé. Ce qu'on assiste beaucoup dans nos métiers également, c'est tout ce qui va être solution très personnalisée, où les clients vont arriver avec un cahier des charges un peu spécifique. On en parlait sur l'ESG, mais ça peut être vrai de manière plus générale sur la partie investissement. Et donc, ne pas avoir des mandats classiques, mais des mandats vraiment sur mesure, avec des solutions adaptées aux besoins et, on va dire, au profil.
de chaque client de manière très, très fine et précise. Et pour ça, l'IA, en collectant beaucoup d'informations, pourra nous aider à construire des solutions vraiment adaptées et personnalisées pour les clients. Donc, la technologie au service de nos métiers et pas en remplacement. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux Merci, pour le merci temps à que vous. vous nous avez offert ce soir. Merci à tous de nous avoir écoutés.